Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue à notre émission Actu en débat qui se propose chaque semaine de vous faire un décryptage des principaux faits de l'actualité. Pour cette semaine, nous avons deux thèmes. Le premier est relatif aux attaques récentes, des attaques qui ont eu lieu un peu partout, de Boulkessi à Tombouctou, que révèle cette offensive du JNIM. Et notre deuxième thème, c'est l'accueil dans les hôpitaux qui a un peu suscité de vives polémiques avec une sortie musclée de la ministre de la Santé. Pour débattre de ces sujets avec moi sur ce plateau, vous avez M. Idrissa Keita, journaliste consultant. Monsieur Keita, bonjour, bonsoir. Bonsoir à vous, chers confrères. Et Bourema Soulo, qui est aussi, comme Idrissa Keita, un habitué également de ce plateau. Monsieur Soulo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Massiri. Monsieur Soulo, vous gardez la parole. Alors, qu'est-ce que pensez-vous de ces attaques récentes auxquelles nous avons assisté pratiquement la semaine dernière? Merci beaucoup, Massiri, pour cette question. Tout d'abord, avant de répondre à la question, nous remercions quand même TMA et l'ensemble de travailleurs de TMA pour le travail abattu, mais aussi de faire une pensée pieuse à l'endroit des victimes, de toutes les victimes civiles et militaires qui ont laissé leur vie lors de ces dernières attaques, comme vous l'avez dit, mais au-delà. Comme vous l'avez dit, hein, depuis le 23 mai, avec Djoura d'abord, et après, on a vu des attaques aussi repoussées dans la région de Koulikoro, ensuite Boulkessi dans la région de Douanza et tout récemment le lundi 2 juin passé, Boulkessi comment dire, Tombouctou, c'est jour après jour. Donc, quand même, ce sont des attaques qui révèlent la force des nuisances de la nébuleuse terroriste qui sème la terreur dans nos espaces. Donc il faut aussi le dire, hein, ces attaques ne sont pas anodines parce que quand on sait que l'approche de la période hivernale, chaque fois depuis pratiquement l'avènement du terrorisme au Mali, à l'approche de la période hivernale, c'est la période très souvent saisie et choisie par ces gens pour commencer d'abord à s'aimer la terreur dans la population, pour leur dire attention, on est toujours là, parce que l'objectif de ces gens, c'est aussi de faire plier le Mali ou les Maliens ou les autorités par la famine, en instaurant un espace où il y a la famine. Parce que quand on regarde dans ces zones ne vivent pas par l'agriculture. Depuis que ces gens sévissent dans ces zones, ils ne vivent plus par l'agriculture. Ce sont des dons qu'on leur fait par l'État, par des partenaires de l'État qui bénéficient, qui les font vivre, ou par le déplacement, ou ils quittent complètement, abandonnent complètement leur aire géographique. Donc ce sont des attaques qui quand même montrent encore une fois de plus que la nébuleuse a toujours, malgré les pertes qu'on les inflige, parce que quand on voit euh, euh, après les attaques, on voit que l'armée réagit tout. Mais est-ce que il y a des questions quand même qui nous taraudent la tête? Est-ce que on n'est pas aussi en train de baisser la garde? Parce que quand on a beaucoup de matériel, comme on le voit à chaque fois qu'on reçoit, chaque fois, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les vecteurs aériens, que ce soit les hélicos, les avions de combat ou les drones, font beaucoup plus d'actions, nous, en notre sens, parce que nous qui sommes des civils, à notre sens, que les hommes sur le terrain. Et les hommes, c'est après les frappes. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que les hommes sur le terrain, je ne dis pas qu'ils ont baisé la garde, mais est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que, parce que ce sont quand même des camps qu'on attaque maintenant. Au départ, ça fait longtemps qu'on n'entendait pas parler de l'attaque des camps. Donc,
Et ça, il faut le dire. Voilà. Ok, d'accord. Monsieur Keita, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous êtes du même avis que, même si ce n'est pas la garde qui a baissé totalement, mais en tout cas, les terroristes ont su s'adapter par rapport à la situation sur le terrain pour mener ces offensives contre des camps? Parce que comme il l'a dit avant, c'était plutôt des embuscades et tout ça, et on pensait que les attaques contre les camps s'est terminées, mais de jour en jour, on en voit. Que Bon, pensez-vous? il y a une chose qui est mondialement partagée, c'est que le Mali est un pays en guerre. Pays en guerre depuis plus de 10 ans. Et quelque part, ce genre de drame est frustrant, choquant, mais ce n'est nullement une surprise. Parce que quand on dit la guerre, tous les coups sont permis. C'est vrai que nous sommes à Bamako, on a plus écho qu'on ne vit, mais n'oublions pas que l'année passée, par exemple, ici même, le camp de la gendarmerie a été attaqué. Les terroristes. En septembre 2024. Voilà. Donc chaque année, vu que la guerre est asymétrique et continuelle, on ne souhaite pas qu'elle soit infinie. L'armée est en train de se battre pour. D'ailleurs, il y a moins d'une semaine, l'armée s'est dotée d'une importante logistique qui est passée par le port de Guinée, qui a même failli être bloqué, mais qui est finalement arrivée à destination. Donc, les terroristes sont permanemment dans la planification, dans le calcul. Parce que c'est quoi la particularité du terroriste? On sait que le terroriste a agi que quand il a frappé. Quelquefois, il y a des déroutes, quelquefois on surprend certains. Quand il y a eu la polémique du drone, c'était quoi? C'est que le drone, vous voyez à travers l'Algérie, un regroupement de terroristes. L'armée allait prendre des dispositions, mais le drone a été détruit. Donc les terroristes sont permanemment en train de se préparer. Et puis vous savez, il y a une difficulté qui facilite la chose aux terroristes. Jusqu'à présent, les populations ont du mal à donner des renseignements. Parce que généralement, quand les populations donnent des renseignements aux ennemis, dans la majeure partie des cas, les ennemis arrivent toujours à les retrouver, il y a des représailles. Mais les ennemis, eux, ont beaucoup de facilité à infiltrer. Parce que le terroriste d'aujourd'hui, c'est monsieur tout le monde en fait. C'est à travers les déclarations qu'on a une idée des chefs ou de qui pourrait conduire ces choses. Donc vraiment, ce drame, il est malheureux. Les terroristes passent leur temps à être dans le planning. Bon, l'attaque des camps, c'est vrai qu'on a oublié, mais vous savez, tout endroit où il y a des symboles de l'armée, parce que ce sont eux les vis-à-vis, les adversaires des terroristes, les terroristes vont sévir là-bas. C'est vrai que ces temps-ci, l'armée montée en puissance, des dispositions ont été prises, mais n'empêche que toute opportunité d'attaque est bonne pour les ennemis. Comme je l'ai dit, l'armée s'est quand même dotée d'une logistique importante. L'armée est vraiment en train de se battre comme elle peut, parce que c'est une question de rapport de force. Si jamais les terroristes ont une certaine progression, ils pourront avoir assez de surface sous leur contrôle. Et pour chuter, c'est quand même inquiétant, parce qu'on ne va pas se mentir. Chaque fois que nous avons les informations des attaques et des attentats terroristes, qui maintenant sont confondus au grand banditisme, on a parfois le sentiment que le maillage, il s'étend plus et qu'il y a des zones où il perdure plus. Et même il y a des endroits aux environs de la capitale de Bamako où on voit des actions se faire. Mais néanmoins, nous devons quand même être optimistes, être avec nos armées. Et j'invite toujours les populations à pouvoir aider l'armée à localiser l'ennemi afin d'être plus performante pour pouvoir protéger les personnes et leurs biens. Maintenant, pour la solution, avant d'en venir à ce que Soula aussi propose, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on puisse sortir de ce cycle? Parce que de plus en plus on parle de dialogue, de plus en plus on parle de multiplier la contre-offensive. En tout cas, il y a des choses qui sont sur la table. Selon vous, quelle est la solution? Bon, moi, personnellement, je ne peux pas donner de solution pile parce que depuis un moment, au niveau du CNT, on ne dit rien de la loi de la programmation militaire. C'est ce qui m'aurait permis de prendre les éléments du terrain et faire des conclusions. Tout ce que je sais, et l'armée doit être
vigilante, continuer son offensive sur le terrain. Parce que si elle baisse net, directement les terroristes vont progresser. Mais en même temps, la question quand même du dialogue s'impose. Parce que depuis plus d'une année, on est en train de faire des forums, des forats. Je pense au dialogue intermalien, je pense même à cette charte pour la paix, sans que les acteurs même concernés, parce que ces terroristes-là, c'est vrai, il y a plein d'éléments incontrôlés, mais il y a aussi des chefs, des leaders, qu'on peut localiser ou qui sont connus. Et ces personnes-là ne sont pas du tout associées, ou donnent l'impression, c'est ce qu'on pense, on voit, ne pas être associés. Et je crois qu'il faudrait aussi quand même les associer pour que de part et d'autre, on puisse un peu lâcher du lest. Monsieur Soulo, quelle serait selon vous la solution pour sortir de ce cycle? D'accord, avant de donner la solution, je n'en ai pas, bien sûr, mais proposer ce que je pense comme piste de solution. J'aimerais rebondir sur peut-être les aspects aggravants ou les aspects qui leur permettent, comme vous l'avez dit, d'adapter aux offensives de nos forces armées et de sécurité. Par exemple, il a parlé de l'arrivée d'une importante logistique. Dans les temps, ici au Mali, quand l'armée recevait ces genres d'informations ou des matériels de logistique, on coupait sur tout le long de parcours la communication, même l'électricité. C'était la nuit et on ne savait pas quel type d'arme ça rentrait dans le pays. Mais aujourd'hui, on filme, on met en direct et les mêmes terroristes suivent ces directs-là. Ces mêmes terroristes ont parmi eux des spécialistes de ces matériels-là. Ils savent comment contrôler ces matériels. Ils savent comment attaquer ces matériels. Ils cherchent à savoir comment attaquer ces matériels, comment contrôler ces matériels. Donc ça, peut-être que nos autorités, depuis longtemps, on a alerté, jusqu'à présent ça continue. Peut-être qu'un jour ils vont dire, bon maintenant, on va plus montrer ce que nous acquérons comme matériel à la population. La population va savoir, parce que s'il faut faire ça pour rassurer la population malienne, je crois que la population malienne n'a pas besoin de voir quel type d'arme l'armée a pour être assurée. Mais le résultat sur le terrain. Si sur le terrain, on a des résultats, ça va rassurer les Maliens. Donc je crois qu'à ce niveau, la communication, la guerre est communicationnelle, comme ils le disent, comme nos autorités le disent. Ça, c'est vrai. Mais ce genre de communication, je crois qu'il faut le faire à minima. Et on n'a pas besoin vraiment de ça. Et secondo, il a parlé de collaboration entre les populations et l'armée. Voilà, les forces armées. Très souvent, je suis désolé de le dire, très souvent, vous allez dans ces zones où les terroristes sont permanemment avec la population, mais pas l'armée. L'armée vient en patrouille. Vous allez trouver que souvent, ces patrouilles-là ne durent pas et se replient. Donc, c'est très compliqué pour les populations qu'on va après traiter d'être de connivence avec les terroristes Kassoro. Ces terroristes-là sont leurs voisins directs. Donc, c'est très compliqué pour les populations aussi. Comme vous l'avez dit, ils savent qui est qui. Et quand vous les dénoncez, quand vous donnez même quand vous êtes en train de parler avec un élément de l'armée, après, ils vont venir vous enlever, vous tuer. Donc, tout le monde le sait. Anonyme, tout le monde le sait. Donc, ça aussi, à ce niveau aussi, dans la nouvelle charte pour la paix et la réconciliation, même l'autre jour, on avait rencontré le général Yamoussa Kamara qui disait que dans la charte, ils ont proposé le maillage ou la multiplication des camps. Donc ça pourrait être peut-être la solution pour aujourd'hui. Immédiatement, je crois qu'à ce niveau, la population malienne aussi est en train de faire de son mieux pour accompagner l'armée malienne. Maintenant, pour des pistes de solutions, le dialogue, le déni, l'a dit, la conférence d'entente nationale l'a dit, les journées de concertation, les assises nationales de la refondation, toutes ces rencontres ont recommandé qu'il faut dialoguer avec les chefs terroristes locaux. Donc ceux qui sont maliens. Et les milices armées. Et les milices armées qui sont contre peut-être l'État central. Donc il faut dialoguer avec eux. Donc il ne faut pas... Tout n'est pas à montrer. Peut-être on ne le sait pas. Peut-être que l'État est en train de négocier en douce, chercher par les voies et moyens pour les atteindre. L'autre jour, il suffit d'Iko, Issoufou Maïga, le président de la commission, Ousmane Issoufou Maïga, disait ils ont envoyé à tout le monde des invitations, mais ils ne savent pas où sont Iyad et Koufa
pour les envoyer des invitations. Ils demandaient même dans la salle si quelqu'un connaissait leur localisation et ils seraient preneurs. Donc, c'est vrai, il y a des pistes de solutions à chercher. Donc, on sait que vraiment en douce, peut-être en catimini ou comme on dit, en souterrain, on est en train de chercher des solutions. Il ne faut pas, le tout militaire ne marche pas, on l'a dit. Et on voit aujourd'hui que même si les camps ne sont pas épargnés, et ça réveille les vieux démons, parce que la montée en puissance qu'on vantait, qu'on montrait au monde, c'était que les camps de l'armée malienne n'étaient plus attaqués. Et aujourd'hui, quand on voit les postes de contrôle sont attaqués, les camps Djoura, Boulkessi, Tombouctou, ça veut dire que vraiment il y a quelque chose d'autre chose à proposer et s'adapter aussi aux méthodes des terroristes. D'accord. Sans plus tarder, parce que le temps file, donc on va aborder notre deuxième sujet. Notre deuxième sujet qui est relatif à l'accueil dans les hôpitaux. M. Keïta, vous avez suivi certainement la polémique qui a enflé à cause d'une patiente, je crois en tout cas, qui a dû filmer personnel de l'hôpital qui accueillait mal les patients, ce qui avait fait susciter la colère ou en tout cas une mise en garde de la part du ministre de la Santé. Vous qui avez suivi cette actualité, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'accueil il y a vraiment des choses à revoir là-dessus dans les hôpitaux? Et évidemment, vous savez, les gens oublient une chose, quoi. En ces temps de réseaux sociaux, tout se publie, tout se dit. C'est vrai que tout n'est pas à publier. C'est ça même les inconvénients des réseaux sociaux. Vous êtes des confrères, vous le savez. Mais parfois, c'est à travers les vidéos qu'on apprend les choses. Bien avant cette vidéo, cette question d'accueil, d'ailleurs, je l'ai appris à travers même une de vos consoeurs de la rédaction, Alima Djoba Togola, qui faisait des vidéos, cette consoeur-là, pour dénoncer ça, mais ça avait été plus ou moins mal pris. Elle est artiste comédienne, elle n'est pas journaliste. Non, mais elle n'est pas notre consoeur de la rédaction. Moi, je le dis dans un sens, c'est qu'elle est déjà au niveau d'ici, où elle a une émission. Elle est animatrice. Oui, donc, pour moi, déjà, de fait, moi, je la prends de la maison. Je la prends comme la rédaction, c'est autre chose. Non, elle est membre de TM1. Pour moi, c'est une consoeur. Moi, je la prends comme telle. D'accord. Parce que quand on est sur le terrain, on est dans le même camp. Hein. On a le même traitement sur le terrain. Donc, elle déjà, elle avait eu à faire des sorties récentes sur la question. Et le temps a fini par lui donner raison. Parce que c'est quelque chose que nous vivons. En fait, dans la société, il y a beaucoup de choses que nous vivons, mais qu'on ne dit pas. Sinon, parfois même, dans les hôpitaux publics, quand nos femmes ou nos sœurs vont accoucher, les sages-femmes ont parfois des attitudes, des propos insultants, infligeants, en aparté avec elles ou devant même les parents. Mais bon, comme c'est toujours informel, et puis c'est dans des situations où le téléphone ne circule pas. Parce que dans un hôpital, on est préoccupé à comment se soigner, comment s'occuper de l'autre. Le téléphone ne circule pas. Moi, quand même, c'est vrai que dans la loi, avec l'entité des autorités à caractère personnel, il est interdit de filmer quelqu'un à son insu. Mais c'est ça le paradoxe. Tant qu'on ne filme pas aussi de façon pertinente, on ne peut pas avancer. Cette vidéo a été utile et n'est pas une nouveauté. Depuis toujours, les accueils, il y a eu des problèmes. Et je pense même que vous devriez un jour même inviter quelqu'un même du corps médecin, parce que récemment, il y a eu les états généraux de la médecine, je crois, à Ségou. La santé. À Ségou. C'était au niveau même national. Voilà, je crois que vous devrez inviter quelqu'un, parce que dans les débats et même dans les recommandations, cette question d'accueil-là, il figurait. Déjà. Donc, je crois que vraiment, la polémique est tombée dans un contexte où les signes, en fait, étaient là. Et la ministre a bien fait de sortir, surtout qu'elle-même, encore, elle est ministre du corps médical. Donc, je crois que c'est une bonne chose, parce que si on parle d'un Mali nouveau, tout court, même si on parle même de citoyens éduqués et disciplinés, la moindre des choses, tout secteur confondu, l'accueil compte. Parfois, l'accueil peut coûter la clientèle à quelqu'un, peut coûter de l'argent à quelqu'un, coûte toujours l'image, donne toujours une impression, une tache noire qui difficilement qui brise une confiance qui difficilement peut être remise. Donc, pour clore, pour moi, c'était bien fait, c'est venu au bon moment. Et ce n'est pas seulement le corps médecin.
mais à chacun de nous de savoir se comporter. Monsieur Soulo, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que, selon vous, la sortie du ministre va changer quelque chose dans les accueils? Bon, je crois que ce n'est pas la première fois que la ministre adresse des recommandations, des circulaires par rapport à ces mêmes sujets, l'accueil. Comme on le dit, hein, dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Même quand on discute avec ces agents de santé, très souvent, moi j'entends dans les couloirs des hôpitaux que comment quelqu'un qui a acheté son diplôme, qui a acheté l'école, par exemple la médecine qui est là-haut pour l'État, on n'achète pas. Bon, normalement, on n'achète pas. Le cursus numérique ou bien le système mis en place par l'État pour que les élèves passent, ce système-là, il faut suivre. Et si vous faites 3 ans en première année, vous êtes limogé, vous êtes renvoyé. Donc, ça, c'est l'État. Maintenant, avec la floraison de l'éclosion des écoles de santé partout, certains estiment que beaucoup viennent dans les structures de santé sans avoir le minimum. Parce que le serment d'Hippocrate, là, c'est pas comme ça. Quand on prête un serment dont on ignore le sens, dont on ignore le poids, dont on ignore même l'essence même, est-ce qu'on va travailler? Quelqu'un qui a acheté, qui a payé l'école pour avoir le métier, il va chercher de l'argent. Ça, c'est partout. Que ce soit en journalisme, partout, dans toutes les corporations, c'est comme ça. Donc, il faut, au niveau de la santé, alors que dans les autres corporations, on ne joue pas avec la vie. Alors que dans ces métiers de santé, on joue avec la vie des patients. C'est la vie des patients qui est en jeu. Donc, on ne doit pas être envoyé n'importe qui pour jouer avec la vie des gens. Donc, mais les syndicats se sont défendus en disant que, oui, très souvent, quand on envoie des patients ou les accompagnants des patients à faire des papiers ou des trucs, déjà le patient est en traitement. Mais dans le cas où le patient doit acheter des médicaments avec des ordonnances qui doivent être validées par des agents et que ces agents vous répondent mal ou vous adressent des propos désobligeants en disant que voilà ceci, cela, est-ce que sans ces médicaments-là, le patient peut être traité? Donc il y a toutes ces questions qu'il faut mettre sur la table et vraiment tamiser ce secteur de la santé. Il ne faut pas que n'importe qui ait droit à cette structure. Et il ne faut pas que n'importe qui peut créer une école de santé pour former n'importe qui. Donc, si l'État ne joue pas son rôle à travers des propos pour dire qu'il faut bien accueillir les gens, il faut bien faire ça. Par exemple, quand vous partez, on nous dit des documents dans certaines structures, on vous dit des documents sont gratuits ou bien des documents sont livrés suivant on vous demande, vous avez entendu ça où? Vous dites non, on a dit à la télé. Donc, il vous dit, il faut aller régler ça dans la télé. Vous voyez, donc c'est des gens qui vous parlent comme ça. Donc ça, c'est vraiment des choses où des gens viennent pour de l'argent et non par conviction. Il faut avoir des hommes et des femmes qui aiment ce métier, qui viennent dans ce métier par conviction et non pour se faire de l'argent. Et tant qu'on ne sort pas dans ça, les discours, ça ne va rien changer. Ouais, je crois que c'est important parce que vraiment l'accueil, souvent, c'est même une sorte de thérapie. Le rapport humain entre le médecin et le patient, c'est le premier remède. Ouais, c'est le premier après, les remèdes cliniques vont venir. Mais quand un médecin vous dit, votre mal là, non, vraiment, vous allez guérir. Vous allez voir. Demain, après-demain, vous êtes rassuré. Ouais. Mais quand quelqu'un vous dit, non, ce mal là, ça a tué hier quelqu'un, est-ce que vous allez s'en sortir? Donc, c'est vraiment le rapport humain. Il faut que ces rapports. Il y a un médecin qui disait ça sur sa page Facebook. Il disait que le premier remède d'un patient, c'est le rapport humain. Donc il ne faut pas que les gens, les médecins, il a interpellé ses confrères médecins. Il a dit qu'il ne faut pas que les médecins laissent ces rapports et se consacrer sur le tout médical. Il m'a inspiré une parenthèse très rapidement que je vais faire, le temps nous prend. Vous savez c'est quoi? C'est justement cette question d'école de santé. Précédemment, dans notre pays voisin de la Guinée, dans les années 2007-2010, il y a eu cette polémique. C'est vrai que depuis toujours, c'est l'école de médecine en faculté à l'université qui le fait. Mais là-bas, dans les années 2007-2008, si j'ai bonne mémoire, l'université Kofi Annan, dont je suis issu, a été la première université qui a créé une faculté. Ça a pris un peu de cours, ça n'a pas fait polémique. Mais plus tard, quand une autre école, qui s'appelle le complexe scolaire La Source,
a décidé de créer un truc de santé, tous les arguments que tu as mis en avant sous l'eau, c'est ce qui est venu. Il y a eu du bruit. On a dit qu'il ne faudrait pas que ça soit libéralisé. Ça a été un tiraillement sans précédent. Et je crois qu'à l'époque, le Premier ministre qui était Lansana Kouyaté, il a dû trancher, il a dit, bon, eux, on les accorde ça, mais désormais, plus personne ne le fait. C'est vrai que j'ai été récemment, je ne sais pas s'ils ont ouvert, mais je ne le crois pas. Donc, c'est dire que, évidemment, la question des écoles de santé, mine de rien, est primordiale et même un danger. Quand vraiment on accorde les autorisations, les agréments. Parce que vraiment, la qualité n'est pas toujours. Oui, parce que c'est public, c'est privé. C'est public. Donc, c'est des gens qui cherchent de l'argent. Donc, si vous avez des millions, vous venez vous verser, vous avez votre diplôme. Ouais. C'est très dangereux. L'État doit sévir à ce niveau. Vraiment. Comme je l'ai dit dans ce contexte-là, deux choses. C'est-à-dire, d'une part, comme je t'ai dit, cher confrère, il faudrait vraiment inviter quelqu'un du corps médical, aborder cette question d'accueil et même ces défis de l'éducation en santé. Mais même moi-même, je mûris la réflexion. Ça m'a donné des idées au moment opportun. Quand le cadre sera constitué, je pense que je vais aussi rebondir sur la question. D'accord. Bon, cette émission est à présent terminée. Le temps qui nous était imparti est arrivé à terme. En tout cas, ce sont des sujets assez passionnants et certainement que ce sont des brèches qui seront quand même exploitées, en tout cas ouvertes pour pouvoir un peu guérir le mal. Voilà, nous espérons tout simplement avoir joué notre partition. Cette émission est à présent terminée et j'ai eu l'insigne honneur de vous la présenter avec mes chers confrères, M. Bourema Soulo, qui merci est pour l'invitation. Plateau, voilà, que nous ne cesserons jamais de remercier. Également M. Keita, qui nous fait également à chaque fois le plaisir d'être là, à chaque fois que nous le sollicitons. Merci et à la semaine prochaine.